Chers élèves, bonjour, bienvenue à vous, à toutes et à tous. Eh bien, nous continuons en géographie et nous attaquons la deuxième partie. Je vous rappelle que nous travaillons à partir du livre du nouveau programme des nouveaux programmes 2019 aux éditions Belin avec l'aide du cahier de texte électronique et des diapositives qui sont jointes et des liens vidéo vers certaines des vidéos. Alors, nous avons clos lundi la première partie et nous attaquons aujourd'hui la seconde partie. Il y en aura une troisième qui suivra et qui, comme pour le premier thème d'histoire, de géographie, pardon, sera spécifique à la France. Alors, j'y reviendrai, mais avec cette première partie, il y avait une carte des 10 pays les plus peuplés au monde à connaître. Je vous en reparlerai prochainement et je vous donnerai un lien pour fabriquer vous-même cette carte. À partir évidemment d'un fond de carte, vous ne partirez pas de rien. Alors, partie 2, développement et inégalités. Bon, l'objectif de cette partie, ce qu'il faut noter là dans vos cahiers, c'est que l'objectif de cette partie, c'est d'observer les conséquences du développement économique sur les territoires. Hein, c'est ça qui nous intéresse ici. Alors pour commencer, on va se livrer à un premier exercice qui n'est pas aussi simple que cela, vous allez le voir. Et donc c'est notre grand A. Grand A, définir et mesurer le développement et les inégalités. Bon, on se demande quoi? Notre problématique c'est quoi? Bah c'est tout simplement comment étudier le développement et les inégalités dans le monde. Ça c'est notre problématique. Bon, on va reprendre un modèle bien usité déjà, et en première partie, la première chose qu'on va voir, un petit 1, l'épineuse question du développement. Bon, épineuse, il y a une allégorie. Il y a l'allégorie de l'épine, de la rose, du Petit Prince, pour ceux qui ont lu Le Petit Prince. Épineuse, c'est-à-dire que, on peut s'y piquer, entre guillemets. Sous-entendu, c'est pas si facile à prendre que cela, la question du développement. Bon, déjà on note quoi dans nos cahiers? Déjà on peut noter que définir l'inégalité, là, c'est pas quelque chose d'insurmontable. Vous connaissez son sens mathématique de base, et si on ouvre le dictionnaire, bien sûr, on verra qu'une inégalité, c'est un état de personnes ou de choses qui sont inégales entre elles. Alors, inégal, c'est qui n'est pas égal, évidemment. Donc bon, là, il n'y a pas de difficulté à dire c'est quoi l'inégalité et à montrer que l'inégalité n'existe pas. Enfin, on verra comment comment étudier les situations d'inégalité. Pour le développement, c'est un petit peu plus compliqué. Si on ouvre notre dictionnaire, c'est ce qu'on va noter, si on ouvre notre dictionnaire, à développement, c'est pas compliqué. Dans son sens vulgaire, c'est l'action de progresser, c'est l'action d'évoluer. Bon, et là, du coup, on peut se demander si c'est aussi simple que ça. Parce que, à mon sens, il y a bien une question, et une question qui est épineuse. Pour parler du développement, on va s'intéresser à un auteur qui pour moi est un auteur clé, un économiste. Enfin, c'est plus qu'un économiste, c'est il s'intéresse à l'économie et la sociologie. On va résumer. Il s'appelle Gilbert Rist, et il a écrit un livre qui a fait du bruit dans le microcosme scientifique des gens qui travaillent sur la question du développement, qui s'appelait Le développement, histoire d'une croyance
occidentale. On est sur un titre qui est déjà un petit peu provocateur. Alors vous avez deux diapositives, hein. Il y en a une sur la page de couverture de ce livre, c'est la diapositive numéro 1, et la diapositive numéro 2, c'est une photographie qui vous permet de voir qui est Gilbert Rist. Alors, il écrit quoi, Gilbert Rist? Eh ben, je vais vous lire un extrait de son livre, qui est aux pages 22, 23 et 24. Le principal défaut de la plupart des pseudo-définitions du développement tient au fait qu'elles sont généralement fondées sur la manière dont une personne ou un ensemble de personnes se représentent les conditions idéales de l'existence sociale. Bien entendu, ces mondes imaginaires, dont les configurations varient selon les préférences individuelles de ceux qui les produisent, sont souvent accueillants et désirables, et l'on aurait mauvaise grâce à combattre ceux qui rêvent d'un monde plus juste, où les gens seraient heureux, vivraient mieux et plus longtemps, échapperaient à la maladie, à la misère, à l'exploitation et à la violence. Le procédé a l'immense avantage de réunir à peu de frais un large consensus à partir de valeurs indiscutables. Toutefois, si le développement n'est qu'un terme commode pour résumer l'ensemble des vertueuses aspirations humaines, on peut conclure immédiatement qu'il n'existe nulle part et qu'il n'existera probablement jamais. Et pourtant, le développement existe d'une certaine manière, à travers les actions qu'il légitime, les institutions qu'il fait vivre et les signes qui attestent de sa présence. Comment nier qu'il existe des pays développés et d'autres en développement, des projets de développement, des ministres de la coopération au développement, un programme des Nations Unies pour le développement, une banque internationale pour la reconstruction et le développement, mieux connue sous l'appellation de Banque mondiale, des instituts d'études du développement, des ONG chargées de promouvoir le développement et bien d'autres institutions et actions qui se réclament du même objectif. Ainsi, au nom de ce mot fétiche, qui est aussi un mot valise ou un mot plastique, on édifie des écoles et des dispensaires, on encourage les exportations, on creuse des puits, on construit des routes, on vaccine des enfants, on récolte des fonds, on échafaude des plans, on redimensionne les budgets nationaux, on rédige des rapports, on engage des experts, on concocte des stratégies, on mobilise la communauté internationale, on construit des barrages, on exploite la forêt, on reboise les déserts, on crée de nouvelles variétés de plantes à haut rendement, on libéralise le commerce, on importe la technologie, on implante des usines, on multiplie les emplois salariés, on lance des satellites de surveillance. Tout compte fait, c'est l'ensemble des activités humaines modernes qui peuvent être entreprises au nom du développement. Voilà, ça c'est ce que nous livre Gilbert Rist. Alors évidemment, c'est un texte universitaire qui est pour vous du coup un petit peu difficile peut-être à comprendre, mais vous voyez bien que l'idée pour lui ici, c'est que c'est pas facile de définir ce qu'est le développement, et surtout, hein, il dit mot plastique, mot valise, sous-entendu on peut mettre un peu ce qu'on veut derrière, et puis il a fait toute une liste de choses qu'on peut entreprendre au nom de ce développement. Bon, nous, pour faire simple, dans nos cahiers, essayer de retracer l'idée de Gilbert Rist. Alors, Rist c'est R-I-S-T, hein, Gilbert c'est avec un T à la fin. Eh bien, pour lui, la question qu'il soulève ici, c'est est-ce que le développement c'est une notion objective? Sous-entendu, est-ce que tout le monde a la même vision de ce qu'est le développement? Finalement, il se demande, Gilbert Rist, si le développement, c'est pas une notion qui est marquée culturellement. Bon bah alors allons-y, voyageons un petit peu, on est en géographie après tout. Et on va voyager dans le monde et dans la tête des gens qu'on étudie. Parce qu'on l'oublie un peu trop souvent. Mon directeur de recherche, Monsieur Denis Retailleer,
qui est un géographe dont je vous ai déjà lu un extrait, il avait pour habitude de dire que notre premier terrain, ce sont les gens qu'on rencontre. C'est-à-dire qu'en fait, avant d'étudier l'espace, il faut s'intéresser aux gens qui vivent dans ces espaces et aux représentations et aux discours qu'ils ont sur l'espace. Bon, et on va retourner à Madagascar, évidemment. Le contraire vous aurait peut-être étonné. Il y a 2 diapositives qui illustrent cela. C'est 2 photos de personnes. La première diapositive, la diapositive numéro 1, c'est un éleveur. C'est pas un éleveur, pardon. C'est moi je suis en train de mélanger les 2 diapositives. C'est un trader qui habite à New York. Le trader travaille ici à Wall Street et il vend et il achète des actions. C'est son travail. Bon, si on pouvait lui demander à lui là directement ce qu'il pense du développement, alors évidemment, je tronque un peu l'échange puisque c'est moi qui vais faire la réponse à sa place, mais il nous dirait que être développé, c'est avoir une économie prospère. D'une certaine façon, c'est avoir de l'argent pour pouvoir s'acheter des biens, pouvoir investir dans des biens, des infrastructures. C'est ça le développement pour lui. Et d'une certaine façon, progresser, évoluer, c'est amasser de plus en plus d'argent, d'amasser de plus en plus de capital économique. Voilà. C'est ça pour lui. Alors c'est peut-être pas que ça, mais voilà comment on pourrait caricaturer, bien sûr, ici, sa représentation à lui de ce qu'est le développement. Si on regarde la deuxième diapositive, eh bien, cette deuxième diapositive, elle nous emmène cette fois bien à Madagascar. Il s'agit d'un éleveur bar. Alors, les éleveurs bar, ils sont dans le sud du centre de Madagascar, et on y retrouve de nombreux éleveurs. Et là, pour le coup, c'est un éleveur qui travaille sur un grand plateau de Lorumbe, et qui garde des ébus toute la journée. C'est son occupation. Et si on lui demandait à lui c'est quoi le développement, eh bien il nous dirait que être développé ou progresser, évoluer, c'est avoir de plus en plus de zébus, aspirer et devenir un grand propriétaire d'un grand cheptel, devenir un panarif, celui qui en a 1000, littéralement. C'est symbole de l'opulence, le chiffre 1000. Bon, voilà, être développé, c'est avoir plein de zébus. C'est pas ici avoir une voiture ou un grand capital économique. Et certains me diront, et ils n'auront pas tout à fait tort, d'une certaine façon, que il y a un point commun entre cet éleveur bar et ce trader. C'est-à-dire que tous les deux, ils veulent accumuler quelque chose. Le premier, c'est de l'argent, le deuxième, c'est du zébu. Donc, c'est juste une nuance entre les deux. Il y en a un, c'est une monnaie économique, l'autre, ça serait une monnaie qui serait animale, mais dans les deux cas, il y a la volonté d'accumuler un bien. Et j'aurais tort de leur dire que c'est faux. Effectivement, sur le papier, c'est bien cette logique d'accumulation qui habite l'un et l'autre. Maintenant, si on s'arrête à ça, eh bien, on passe à côté de la question. On passe à côté de la question parce que si le trader il veut accumuler des biens, c'est pour sa vie présente. Bon, évidemment, il y a la notion de transmission d'un petit capital aux autres, mais il cherche d'abord c'est pour jouir de la vie, qu'il veut accumuler, progresser et accumuler du capital. Pour l'éleveur bar, c'est un petit peu plus compliqué. En fait, si on lui demande pourquoi il veut accumuler des zébus, bon, c'est certes pour avoir de l'argent au quotidien quand il a besoin de faire quelque chose. S'il a besoin d'argent, il vend un zébu, puis hop, il a de l'argent, il peut payer par exemple des frais médicaux à l'un de ses proches, mais ça va plus loin en fait. En fait, il va nous expliquer calmement, comme je me le suis fait expliquer à de nombreuses reprises à Madagascar, que l'important c'est d'avoir beaucoup de zébus. C'est d'avoir beaucoup de zébus pour bien réussir sa mort. Pourquoi ? Parce qu'à sa mort, ce cheptel, il va en grande partie, alors pour certaines
pour certains dans le sud de Madagascar c'est la totalité du cheptel, ben en fait on va faire une grande fête à sa mort en fait. Et dans cette fête on va sacrifier plusieurs de ces têtes de zébus. Et puis plus la personne a eu de zébus, plus évidemment la fête va être grande et plus son nom va être important. C'est-à-dire qu'en fait, si on essaye de bien décrypter sa logique d'accumulation, il veut avoir beaucoup de zébus pour bien réussir sa mort. C'est-à-dire que bien réussir sa vie, c'est bien réussir sa mort. Et là pour nous, évidemment, c'est compliqué à comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on veut réussir notre vie dans le présent, dans le monde des vivants, pas dans le monde des morts. Bon, évidemment, je caricature un petit peu. Et il y a des gens qui vivent en faisant attention à pas commettre de péché en regard de leur religion pour accéder au paradis et donc réussir cette entrée dans le monde des morts. Mais vous comprenez bien qu'il y a quand même ici une représentation culturelle qui est pas directement superposable pour l'un et pour l'autre. C'est ici que je voulais en venir. Bon, j'ai beaucoup parlé. J'ai mis en scène un petit procédé théâtral ici pour essayer de vous faire comprendre ce qu'on va noter dans notre cahier. C'est que finalement, pour définir ce qu'est le développement, il nous faut une référence. Le problème c'est qui détient cette référence. Les sociétés, est-ce qu'elles rêvent toutes des mêmes accomplissements? Voilà, ça c'est ce qu'il faut noter. Et c'est pour ça que Gilbert Hiltz, il part de croyances, finalement. Parce qu'il y a de l'idéologie derrière. Bon, alors, je sais pas la réponse à la question, finalement. Est-ce que les sociétés rêvent des mêmes accomplissements? Moi, j'ai rencontré plein de malgaches qui rêvaient de bien réussir leur mort, d'avoir un super tombeau, de devenir des ancêtres illustres pour bien réussir leur vie d'après. Et puis, quand je vais à Madagascar aujourd'hui, je rencontre plein de jeunes malgaches qui ont finalement des préoccupations qui sont bien plus proches du trader que de cet éleveur bar. Hein. Et donc je sais pas comment évoluent les choses et je me pose moi-même des questions sur finalement ce modèle occidental, pour reprendre le mot de Gilberist. Est-ce qu'il n'est pas en train de devenir un modèle universel et unanimement partagé? Bon, on pourrait le relativiser aussi en France, après tout. Les partisans de la décroissance économique, les gens qui vont nous dire que derrière la crise du coronavirus, il y a bien une preuve qu'il faut changer le modèle de développement, nous montrent bien que cette existence de plusieurs représentations, on la retrouve aussi sur le continent européen et en France. Voilà, donc on ajoute quoi pour finir ce petit 1? On ajoute que c'est pour ça, en fait, pour ça. C'est tout ce qu'on a développé en amont, ça nous rappelle qu'il faut des précisions. En fait, nous on doit accepter le non-dit du terme développement. On l'utilise comme un mot tiroir. Gilberist disait un mot valise. Un mot tiroir qu'il associe incontournablement, quasiment à chaque fois, à la croissance économique. Et voilà pourquoi, finalement, dans ce chapitre et dans cette nouvelle formulation du programme, du moins dans la problématique qui va avec le programme, on nous invite à parler des conséquences du développement économique. C'est-à-dire qu'en fait, on a intégré cette idée que notre modèle du développement, c'est d'abord un modèle économique. Quand on parlera du développement durable, ça sera une invitation à revisiter justement ce modèle. Voilà, ça c'était donc pour notre petit 1 qui était, je vous l'accorde, très théorique, qui nous a amené sur de la géographie très contemporaine et des questions qu'on se pose
à l'université, quand on s'intéresse aux représentations, qu'on se pose aussi dans le monde des sciences économiques, c'est pas que de l'étude de cartes, etc. Ce sont aussi des questions qui vont plus loin. Alors, deuxième partie, développement économique et inégalité. Ça, c'est ce que vous notez dans vos cahiers. Et pour travailler sur les développements économiques et les inégalités, cette fois on va partir de choses bien concrètes. On va prendre le contre-coup de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Je vous invite à ouvrir vos livres, pages 99-100, pour s'intéresser aux documents 4 et 6. Alors, si on était en cours, on partirait sur ce qu'on appelle souvent le cours dialogué. C'est-à-dire que là, j'ai beaucoup parlé, et l'objectif, c'est de vous faire parler, de vous faire produire. Là, vous êtes tout seul devant votre livre, et je vais vous poser des questions. Alors, il y a deux cartes. On s'intéresse d'abord à... il n'y a pas de cartes, pardon, il y a deux documents, dont un texte. Et voilà, vous allez prendre connaissance des documents, et je vais vous poser trois questions. Donc je vais vous dicter ces questions. D'abord, vous allez vous demander, donc la question c'est: le Brésil a-t-il connu un développement économique ces 50 dernières années? Et vous justifierez votre réponse. Voilà, ça c'est la première question. Deuxième question: pourquoi les économistes ont-ils encore des réticences à le classer dans la catégorie des pays développés? Et puis la troisième question: montrer à l'aide de la carte que le développement économique n'a pas supprimé les inégalités au Brésil. Donc vous avez un texte, vous avez une carte, et je vous laisse travailler sur tout cela. Bon, alors, vous l'avez vu ici au travers de ces documents. Et on va le noter dans notre cahier, hein, c'est qu'est-ce qui ressort de cette étude? Il ressort que le développement économique, il a des conséquences sur les territoires. Voilà. Ça, c'est évident. Le développement économique, il a des conséquences sur les territoires. Les inégalités, elles peuvent s'accentuer, ou elles peuvent demeurer. Bon, bien souvent, on y reviendra, mais les inégalités, finalement, elles demeurent. Mais elles peuvent s'accroître, hein, ou elles peuvent se réduire. Finalement, les trois situations sont possibles. Alors, justement, hein, on a vu d'abord que les inégalités peuvent s'accentuer ou demeurer. Quittons le Brésil pour l'Inde. Ouvrons nos livres, page 96, on s'intéresse au document 9 de la page 96. Et on a ici une photographie d'une ville de l'Inde qui s'appelle Bangalore, B-A-N-G-A-L-O-R-E. Et la ville de Bangalore, aujourd'hui, c'est une ville qui est connue mondialement, surtout pour les informaticiens. Pourquoi? Parce qu'on y produit, y vivent de très nombreux ingénieurs en informatique qui produisent des logiciels. Vous le savez peut-être pas, mais le premier pays producteur de logiciels au monde à l'heure actuelle, c'est l'Inde. Et de très nombreux de ces logiciels sont fabriqués et élaborés à Bangalore. Et de très nombreuses universités vont chercher des cerveaux à Bangalore, des jeunes étudiants très talentueux, pour qu'ils viennent dans leurs universités, dans les universités américaines, finir leurs études. Donc, l'exemple de Bangalore, et c'est ce qu'on ajoute dans notre cahier, nous montre aussi qu'il y a certains espaces, certains lieux, certains territoires qui étaient autrefois à l'écart et qui peuvent aujourd'hui être majeurs, avoir un poids important dans le monde. Et c'est ça que montre l'exemple de Bangalore. Un territoire qui autrefois était pas significatif est devenu aujourd'hui un territoire majeur reconnu à l'échelle du monde. Donc, le développement économique, il a bien
des conséquences sur les territoires. Il peut conduire certains territoires à être intégrés dans ce qu'on appelle le processus de la mondialisation, alors qu'auparavant, il ne l'était quasiment pas. Voilà l'exemple qu'on peut tirer de cette étude. Alors, finissons avec ce double cours avec le petit 3. Petit 3, mesurer les inégalités. Bah oui, on fait comment pour mesurer tout ça? Eh bien, pour mesurer les inégalités, on utilise des indicateurs. Ça, c'est ce qu'on note dans notre cahier. Bon, alors, repartons sur des cas concrets. Des cas concrets, mais étudiés à une échelle pour l'instant. On changera d'échelle un petit peu plus tard. À l'échelle mondiale. On va s'intéresser au document 2 de la page 124. Dans ce document 2 de la page 124, vous avez une carte à l'échelle du monde, qui découpe les territoires en pays, et qui y fait figurer deux types d'informations. En couleur, dans une gamme chromatique, on a le PIB par habitant. Et puis avec des points bertins, des points proportionnels, des cercles proportionnels en fonction de l'importance de ce PIB, on a le PIB en dollars. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux informations qui se superposent. Il y a une information absolue, c'est la taille du cercle, la production de richesse de cet État en une année. Plus le cercle est gros, plus le produit intérieur brut est grand, plus il est petit, plus il est faible. La deuxième information qui est présente ici, tiens, c'est quoi d'ailleurs? C'est quoi la différence? Je vous laisse réfléchir à la question. C'est quoi la nuance entre les deux? Bon, alors vous l'avez. La nuance, c'est qu'ici on rapporte ce PIB au nombre d'habitants des espaces. En fait, si le PIB c'était un énorme gâteau qui était produit par le pays, et donc on s'intéresse au gâteau et à sa taille que fabrique chacun des pays. Bon, et on a cette information-là, c'est la taille de ce grand cercle qui représente le PIB. Et puis l'autre information qu'on nous donne, c'est finalement il est comment une fois rapporté par habitant? C'est-à-dire qu'une fois qu'on découpe les parts, est-ce que ça fait des grandes parts ou est-ce que ça fait des petites parts pour chacun de ses habitants? Alors la question que je vous pose maintenant, c'est quoi les avantages et les limites de chacun des deux? C'est quoi l'avantage de parler en PIB absolu? C'est quoi l'avantage de parler en PIB relatif? Et c'est quoi les limites de l'un et les limites de l'autre? Bon, l'avantage, vous l'avez compris. Savoir qui a le plus gros gâteau, c'est savoir qui produit le plus de richesse. Maintenant, quand on prend le cas de la Chine, par exemple, où on a 1 milliard d'habitants, juste produire un grand gâteau, ça suffit pas. C'est-à-dire que si vous produisez une part de gâteau qui est plus grande que les autres, mais que vous êtes plus nombreux à manger dessus, au final, la part de chacun, elle va être plus petite. Ça, vous le comprenez aisément. D'où l'intérêt ici d'avoir également le PIB par habitant comme élément pris en compte. Deuxième carte qui nous intéresse, c'est la carte page 122-123. Là on a une grande carte sur une double page. Alors tiens, justement je vous le demande, est-ce qu'on utilise ici le même indicateur? Eh bien vous avez bien compris qu'on n'utilise pas le même indicateur. Et du coup, cette carte, est-ce qu'elle donne la même vision du monde que celle qu'on a vue précédemment? C'est-à-dire, là, cette carte, sur l'indicateur du développement humain par territoire, par pays, est-ce qu'elle donne à voir le monde de la même façon quand on passe par l'entrée du PIB sur notre planisphère? Bon, la mission suivante. Évidemment, vous mettez pause à chaque fois. La question suivante, c'est comment il est élaboré cet IDH,
c'est quoi l'IDH et comment c'est élaboré. Et essayer de vous demander, du coup, c'est quoi la différence entre notre IDH là et notre PIB comme type d'indicateur. Et puis même chose, on se demande c'est quoi l'avantage. Oui, c'est vrai, c'est quoi l'avantage? Pourquoi utiliser l'IDH plutôt que le PIB? Et puis inversement, c'est quoi la limite? Ou les limites au pluriel de cet IDH par rapport au PIB. Après avoir parlé du PIB, après avoir parlé de l'IDH, j'aimerais qu'on s'intéresse à un troisième indice, c'est l'indice de Gini. Alors je vous ai joint dans le cahier texte une petite vidéo sur l'indice de Gini. Voilà, je vous laisse regarder cette vidéo. Voilà, cette vidéo sur l'indice de Gini, elle vous rappelle rapidement c'est quoi l'indice de Gini. L'intérêt, c'est de passer ensuite de cette définition de l'indice de Gini, et puis de la petite histoire qui va avec, et de ce qu'on en a fait, notamment d'autres indicateurs qui en sont tirés, mais de le mettre en parallèle avec une carte à l'échelle du monde, qui justement s'intéresse à l'indice de Gini. C'est la diapositive numéro 6. Et cette diapositive, elle vous représente l'indice de Gini dans le monde. Alors, pour ceux qui sont observateurs, vous aurez remarqué que la vidéo vous a dit que l'indice de Gini il était compris entre 0 et 1. Or, sur cette carte, il est compris entre 0 et 100. Donc, il y a ici une première nuance. Pourquoi? Parce qu'en fait, souvent, on va multiplier par 100 les résultats pour rendre plus visibles les écarts que quand on est entre 0 et 1, tout simplement. Alors que remarquer? D'abord on peut critiquer cette carte. Regardez bien, la gamme chromatique, elle est quand même assez discutable, les couleurs là. Est-ce que vous faites bien la différence visuellement entre ce qui est entre le 25 et 30 et la catégorie 35-40? Vous avez vu, on a des couleurs là qui sont presque les mêmes, et moi personnellement avec mon œil j'ai du mal à faire la différence entre les deux. Donc là le cartographe il aurait peut-être pu de façon plus intelligente produire une gamme chromatique qui était plus perceptible pour nos yeux et donc plus performante pour produire l'information. Bon, c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais il faut jamais oublier d'exercer un regard critique sur les documents qui nous sont donnés et sur les productions cartographiques, car vous aurez dans votre scolarité à produire vous aussi des cartes. Bon, cet indice de Corrado-Gini ici, il a lui aussi son intérêt. Bon, là on a étudié des cartes et il nous faut faire une synthèse écrite de toutes ces informations. Alors, pour faire la synthèse écrite, il y a deux choses que je vais vous demander de faire. D'abord, de recopier deux définitions. On a vu deux mots-clés ici, PIB et IDH. Eh bien, PIB, IDH, je vous laisse recopier à partir de vos manuels ces définitions. Voilà, vous avez recopié ces définitions dans vos cahiers. Maintenant, on va comparer le PIB, l'IDH et l'indice de Gini. Je vous rappelle qu'on utilise ces indicateurs pour mesurer les inégalités. Bon, alors en guise de trace écrite, plutôt que de se lancer dans un long texte, on va faire un tableau. Le modèle de ce tableau, vous l'avez dans votre cahier texte. En fait, on a 4 colonnes et 4 lignes. Sur la première ligne, le nom de l'indicateur, l'intérêt de l'indicateur, la limite de l'indicateur, puis l'alternative à cet indicateur. Et puis dans les colonnes, dans la première colonne, donc on va le faire pour le PIB, l'IDH et ensuite l'indice de Gini. Alors qu'est-ce qu'on peut écrire pour le PIB et son intérêt? Eh bien, le PIB, c'est un indicateur économique brut, et c'est son intérêt. Quand on compare la puissance des voitures, c'est important d'avoir un chiffre de puissance. Là, c'est la même chose. C'est quoi la puissance économique de production de richesse d'un territoire? Là, on l'a. C'est un indicateur économique brut. Ça nous permet de dire que tel pays produit plus de richesse que tel autre. Ça a son intérêt, évidemment. Bon, évidemment, ça a aussi sa limite.
Sa limite, c'est qu'on prend pas en compte la société. Bah oui, on l'a dit tout à l'heure, avoir un gros gâteau mais être à 1000 à manger dessus, c'est moins intéressant que d'avoir un petit gâteau et être tout seul. Donc, la limite ici, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte de la société. Du coup, notre dernière case pour cette ligne sur le PIB, c'est l'alternative. L'alternative, elle est simple. On prend le PIB et on le divise par le nombre d'habitants. L'alternative, c'est donc de diviser cet indicateur brut par le nombre d'habitants d'un territoire. Ce qui permet, quand on a la donnée, et on l'a facilement, de relativiser les choses et de pas comparer juste qui a le plus gros gâteau, entre guillemets. Pour l'indicateur de développement humain, l'IDH, son intérêt principal, c'est que lui, il mélange plusieurs critères. C'est-à-dire qu'on ne s'intéresse pas à une seule chose, on s'intéresse à plusieurs critères. Et donc, ça nous permet de diversifier l'approche, ou de pas nous limiter à un seul facteur. Là, on prend un peu plus en compte la société. Bon, la limite. La limite, c'est que un bon IDH, il peut quand même masquer la pauvreté. Si vous avez un excellent système de soins et un excellent système sanitaire, vous avez 2 des 3 critères qui sont très hauts, et finalement les critères économiques qui sont eux aussi pris en compte dans l'indicateur de développement humain, ils vont être un petit peu plus faibles. Et c'est ce qui explique que Cuba n'est pas si mal classé quand on prend en référence par exemple l'IDH. Alors l'alternative, c'est parfois de pondérer certains critères en regard des comparaisons qu'on cherche à effectuer. Et puis il nous reste une ligne, celle de l'indice de Gini. L'indice de Gini, son intérêt principal, c'est qu'il permet de relever les inégalités sociales. La limite, c'est qu'on n'a pas de connaissance sur le niveau de vie de la société. C'est-à-dire qu'on peut dire que c'est intéressant, on a un pays dans lequel les inégalités de salaire, elles sont pas très importantes. Voilà. Si tout le monde est pauvre, on n'a pas beaucoup d'inégalités dans la société. Donc on a un super indice de Gini, mais ça ne veut pas dire pour autant que le développement économique, il est présent. Ça marche. L'alternative. C'est de l'associer avec d'autres indicateurs. Et ça, finalement, ça marche pour la totalité des indicateurs. Plus on va avoir d'indicateurs différents, plus on va avoir une réponse pertinente. Bon, sortons de notre tableau, justement. Si on peut ajouter d'autres indicateurs, lesquels méritent ici notre attention? Eh bien, on peut également utiliser l'IPM. L'IPM, c'est quoi? C'est l'indice de pauvreté multidimensionnelle. Attention, c'est la pauvreté qui est multidimensionnelle ici, même si c'est bien l'indice qui est celui de la pauvreté multidimensionnelle. On a un petit graphique dans notre livre, c'est le document 3 de la page 127, qui illustre comment fonctionne cet indice. En fait, cet indice, comme l'IDH, il mobilise 3 domaines. La santé, l'éducation et les conditions de vie. Et tout ça, ça nous donne un pourcentage qui est sur 100. Finalement, les 3 domaines, on les divise par 3, ça nous fait 3 fois 33,33334%, ce qui nous permet d'arriver à 100%. Et puis ensuite, ces 3 domaines, ils sont eux-mêmes subdivisés. Subdivisés sur 10 indicateurs. Alors, attention parce que c'est là que ça change un petit peu. Par exemple, prenons le cas de la santé. Vous regardez la santé ici, regardez bien, il y a 2 indicateurs qui y sont reliés. La mortalité infantile et la nutrition. Donc on a 2 déclinaisons ici pour la santé. Il y en a 2, ça marche? Donc 2 qui représentent 33,33333333334%. Un tiers.
en mathématiques, un tiers, si on veut le transcrire en nombre entier, justement ça tombe pas dans un nombre entier, il y a des virgules. Donc la mortalité infantile, elle compte pour 16,7%, et puis la nutrition pour 16,7% en arrondissant. Parce qu'il y en a 2. Et donc pour l'éducation, même chose, il y en a 2, donc on retrouve 16,7%, alors que pour les conditions de vie, attention, cette fois il y en a 6. Du coup, on obtient par rapport à la totalité 5,6%. Ça y est, je vous ai tous complètement perdus? Non? Bon, alors on retient quoi? On retient que ça mobilise 3 domaines, la santé, l'éducation, les conditions de vie, que le total est subdivisé en 10 indicateurs qui sont pas proportionnels dans chacune des catégories. Il y en a 6 pour la condition de vie, 2 pour l'éducation, 2 pour la santé, mais que la totalité nous donne un chiffre de 100%. L'intérêt donc de cet indice de pauvreté multidimensionnel, c'est qu'il prend en compte beaucoup de critères. Si vous avez juste des problèmes de nutrition, c'est pas forcément pour ça que vous êtes pauvre. Ça marche. Justement, cet indice-là, il s'intéresse à quels sont les problèmes cumulés. Plus vous cumulez de problèmes, plus vous êtes pauvre. C'est la logique qui s'y applique. Tout ça, on peut le retranscrire dans une carte, c'est ce que fait la diapositive numéro 7. Dans cette diapositive numéro 7, vous avez une vision ici du monde au travers de l'indice de la pauvreté multidimensionnelle. Vous l'avez compris, IPM, indice de pauvreté multidimensionnelle, c'est une définition à noter dans vos cahiers. Donc je vous laisse la recopier. Et nous avons clos ici ce cours. Ce double cours, vous avez ici votre cours du jeudi et du vendredi. Donc j'ai une adresse internet qui est en cours de validation. Elle va me permettre, et je vous la communiquerai évidemment, c'est l'objectif, de pouvoir centraliser les photos de vos cahiers. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre en photo vos traces écrites de vos cahiers et me les envoyer. On va y voir normalement un petit peu plus clair sur la fin du calendrier de confinement dans les jours qui viennent, je pense. Alors apparemment dans certaines régions de France, il y aurait de moins en moins de gens admis aux urgences. Parmi les départements qui ont été le plus touchés à l'Est, ça continue à monter en région parisienne et dans d'autres endroits évidemment, mais il semblerait qu'on est en train de passer un cap. Ceci dit, la route est encore très longue et floue, évidemment. Ce qui va influer sur le reste, c'est le calendrier du bac, bien sûr. Est-ce qu'il va être maintenu, pas maintenu? Est-ce qu'on passe en contrôle continu? Est-ce qu'il y a des épreuves? Ça va être un des facteurs qui va organiser la fin de l'année scolaire. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, les élèves passaient leur bac fin juin, donc on fermait l'établissement mi-juin. Il y a aussi les dossiers de scolarité à remplir pour les orientations. Et ça, il faut le faire début juin. En fait, normalement, on vous redonne les feuilles bleues, on refait un conseil de classe. Et là, comment on va procéder? Je sais pas. Pour l'instant, ils sont en train de se préoccuper du bac. Le reste, ça viendra après. Ils vont faire étage par étage, du plus urgent au moins urgent. Je dis pas que c'est pas urgent, l'orientation des secondes. Mais le programme et l'organisation du bac, c'est un morceau encore plus. Voilà. Donc, je vous donnerai l'adresse internet. Vous n'aurez qu'à m'envoyer vos messages. De toute façon, il va falloir que vous continuez à travailler pour être raccord avec les programmes de première. Et si jamais on reprend les cours avant la fin d'année, c'est tant mieux, c'est du bonus. On aura le plaisir de revoir tout le monde et de retravailler pour préparer une nouvelle année. Merci de votre attention. Bon travail de réécriture et de consignation dans vos cahiers. Au revoir.